Bienvenue à cet entretien, mesdames et messieurs. Vous êtes sur Afrique Média et sur ce plateau, nous recevons un chef d'entreprise, ex-gérant d'une société. Il nous parlera de la justice française comme on ne l'a jamais connue. D'ailleurs, il a porté plainte à toute la justice française. Alors, pour savoir de quoi il est question, il faut connaître son histoire. Et cette histoire, il a raconté dans un ouvrage. Voilà, et cet ouvrage, on aura donc l'occasion de la connaître et de savoir de quoi exactement il est question. À travers cet entretien, nous recevons donc Monsieur Rémi Labadier sur ce plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, bienvenue, monsieur Rémi Labadier. Alors, on va, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être essayer de savoir, avoir peut-être une petite idée des raisons de votre séjour ici. On rappelle que vous êtes au Cameroun, vous êtes de nationalité française. Oui. En quelques secondes, quelles sont les raisons de votre séjour au Cameroun? C'est très simple. Malheureusement, j'ai contacté la justice suite à des escroqueries dont j'ai été victime. Et malheureusement, la justice française est un État... Enfin, c'est un scandale. Il n'y a aucune justice dans le pays, dans ce que j'ai pu voir. Malheureusement, ça a été confirmé sur Google quand on tape qualité de la justice en Europe. 37 sur 43 pour expliquer à Google quelle page il faut aller chercher exactement. Et on constate que le CEPEJ, qui est l'organisme officiel de Bruxelles qui classifie les pays de son continent, ben, la France est 37e pays sur 43. Ça a été repris par Mediapart et c'est scandaleux. Je n'ai pu que confirmer, et je ne peux que confirmer cet état de fait. C'est un pays de non-droit. Alors, on aura justement l'occasion de savoir, hein, de comprendre justement vos déclarations à travers votre ouvrage là. Certainement, la réalisation également prendra le soin de l'afficher à l'écran, on va dire. Votre ouvrage est intitulé Justice française, la bande organisée. Il y a quand même ce petit, on va dire peut-être extrait qui nous a beaucoup interpellés. Alors, allons, combien on leur a piqué de sous cette année? Bon, on va éviter un mot de français. Je suis mort de rire. Alors, on saura peut-être également un petit mot là-dessus. C'est juste pour dire en bonne humeur, si on le peut, que la justice française n'est rien d'autre qu'une bande d'escrocs en bande organisée. Ils abusent des citoyens français, c'est alarmant. Et d'ailleurs, le constat, c'est que les Français n'ont même plus confiance en la justice du pays. Jean-Pierre Lassalle, député des Pyrénées en France, a lancé un rapport justement sur ce fait. Le constat, c'est national. Les Français n'en peuvent plus. D'accord. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. L'histoire commence par cette période assez difficile hein, dans votre vie. Vous avez été victime d'un accident de la circulation. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, effectivement. En 1982, le 10 avril exactement, j'ai eu un très grave accident de moto. Je faisais du motocross, donc j'étais tout seul sur la machine et je suis rentré dans un arbre. Malheureusement, j'étais cliniquement mort quand on m'a ramassé dans la forêt. J'ai été héliporté à l'hôpital et là, je suis resté 1 mois et demi. 1 mois et demi dans le coma, pardon. Durant mon intervention, mon séjour aux urgences, j'ai été transfusé. Et lors de cette transfusion, il m'a été inoculé le virus de l'hépatite C. D'accord. Et c'est à ce moment que vous découvrez la maladie. En 2001, en juillet 2001, on découvre le virus de l'hépatite C. Et je dois effectivement commencer de façon pressante une thérapie, car malheureusement, c'est la mort au bout si on ne se soigne pas à temps. Hein. Alors, donc, si on vous comprend bien, monsieur Labadier, c'est quoi? Comment est-ce que vous êtes victime? En tout cas, comment est-ce que vous contractez? Vous êtes à l'hôpital quand même. Donc, comment est-ce que la maladie vient? Alors, la maladie hépatite C, c'est une maladie très perverse, je dirais. On est fatigué continuellement, tout le temps. C'est comme si on avait une grosse fièvre. 40 degrés de fièvre, on n'est pas toujours opérationnel à 100%, mais bon, il faut faire avec, on le sait, c'est comme ça. Et
Bon, mais il est arrivé un jour où bon, c'était plus que d'habitude et je suis allé chez un docteur qui a découvert le virus de l'hépatite C en faisant des analyses. Donc de ce fait-là, je suis mis au courant et je dois prendre des mesures draconiennes puisque la thérapie est vraiment très longue. En tout, elle aura duré 3 ans et demi. Et inévitablement, étant chef d'entreprise et gérant de société, je n'ai plus de ressources financières pendant ces 3 ans et demi. Oui, Donc oui, là, il faut bien que je prenne oui, des décisions. Donc j'ai mis ma société en sommeil. J'ai licencié le personnel de façon légale, oui, oui, licenciement normalement. économique. Oui. En France, nous avons quand même des droits. Mm. Et là, c'était vraiment involontaire de ma part. Je ne pouvais pas faire autrement. Oui. Donc la société en sommeil. Et je prévois à ce moment-là de vendre des terrains immobiliers qui sont de ma propriété et, ou par l'intermédiaire de sociétés SCI. Système immobilier. Et je vends donc le terrain pour me constituer un matelas financier pour passer ces 3 années. Ouais. Et alors là commence le calvaire. Je n'ai jamais compris ce Alors, qui m'est arrivé. Alors c'est à ce moment justement, comme vous l'avez dit dans votre livre, c'est à ce moment que commence donc l'escroquerie en bande organisée. Vous citez les magistrats, les notaires, les acquéreurs également. Tout à fait. Dans divers endroits, dans diverses affaires, pardon, Oui. y compris les avocats que j'ai contactés pour Oui. défendre mes intérêts, qui ont été jusqu'à faire des faux en écriture. Mais enfin, tout le monde s'est jeté sur moi. Là, je ne comprends pas. J'ai rien compris. Magistrat, justice, et personne ne défend. C'est un pays de non-droit. C'est des dénis de justice à tout bout de champ. Alors, en l'occurrence, donc, j'ai signé des sous-seins privés chez un notaire qui était sur Biscarrosse, Oui. maître d'art musée. Et là-dessus, il y a eu des dépôts de garantie qui ont été signés sur le sous-seing privé, qui sont notés bien entendu, sur le sous-seing privé, Oui. je veux dire. Et ils étaient stipulés à hauteur de 34 000 euros. D'accord. Et là, le notaire, lui, n'a déclaré que 12 174 euros, si je me souviens bien, à la caisse des dépôts. Mm. Là-dessus, il y a quand même un trou de 22 000 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, les actes finaux, il ne les a pas passés non plus. Oui. Je ne comprends pas pourquoi et quelle raison. Au départ, bien Et vous entendu. avez les preuves justement de Alors, tout. Il y a des documents justement. bien sûr, et ces preuves, je les ai jointes dans le livre, Ouais. des pièces juridiques, en l'occurrence celle du notaire qui écrit et qui répond à sa chambre des notaires, maître d'art musée donc qui répond à sa chambre des notaires de Pau, et qui dit, bon, il y a la référence du début de la lettre, et on passe en deuxième page, et il écrit dans le courrier à sa chambre des notaires, je reconnais ma seule erreur dans cette affaire, ce qui sous-entend qu'il Il reconnaît qu'il y a une erreur. avoir fait une erreur. Ouais. Et un petit peu plus bas, il dit j'ai omis effectivement de rectifier les sous-seins privés en conséquence. À savoir, il y a noté un petit peu plus haut dans cette lettre le montant de 29 000 euros pour un sous-seing privé, puisqu'il y en avait 2 Ouais. qui étaient signés ce jour-là. Ouais. Un de 29 000 euros, dépôt de garantie, et l'autre de 5 000 euros, ce qui fait un total de 34 000 euros. Dans la mesure où il dit je reconnais ma seule erreur, c'est de Tout ne à pas fait. avoir modifié le sous-seing privé, Tout à fait. ça sous-entend qu'effectivement les sous-seins privés sont bien inscrits fait. au montant défini, Ouais. 34 000 euros. Ouais. Et là, je porte plainte pour ne serait-ce que les dépôts de garantie. Et là, non, affaire classée, refus d'instruire. On ne peut rien faire contre ces gens-là. C'est-à-dire que vous avez finalement tout le monde contre vous. Non seulement vous êtes affaibli physiquement par rapport à la maladie, financièrement, et là même la justice n'est pas de votre côté. Ah non, non seulement elle n'est pas de mon côté, donc j'ai saisi effectivement des avocats Oui. pour pouvoir me défendre, puisque il ne faut pas oublier Oui. l'état dans lequel j'étais. J'étais Oui, sous tout un à fait. traitement thérapeutique qui est particulièrement difficile à supporter. Ouais. Il y a même des gens qui ne le supportent pas et Ouais. ils se suicident, tellement que c'est vraiment quelque chose de très très draconien. Et vraiment c'est alarmant, mais bon, peu importe. Et là-dessus, les avocats ont fait des faux en écriture également pour me mettre en situation, pour accélérer ma situation difficile financière, puisque je n'ai jamais pu constituer ce matelas financier. Et là-dessus, il y a eu des accoquinements après du notaire avec la maire de la mairie du terrain dont on parle en conséquence, Ouais. qui, la mairie, voulait préempter sur le terrain. Bon,
je veux bien qu'elle préempte, les lois sont là, la mairie peut préempter. Oui, Mais la mairie peut préempter à la hauteur du soutien privé quand il y a soutien privé de tout à signer. fait, tout à fait. Et là, la mairie ne voulait pas. Elle voulait préempter à la hauteur du montant du terrain qu'elle m'a vendu des années avant. Mais l'économie est là, nous le savons tous. Il y a des plus-values qui s'opèrent. Il y a de l'argent. Et ce qu'il y a surtout, les soutiens privés sont signés. Et là, il y a eu refus. Et donc, à ce moment-là, il y a eu tout un amalgame d'escroqueries qui ont été mises en place. Alors, voyant que moi j'étais malade, il fallait bien que j'arrive à constituer ma trésorerie. Tout à fait, oui. Donc, je ne suis pas un voyou. Toutes les affaires que je fais sont toutes légales. Je vais au bout en suivant toutes les lois juridiques. Je tiens à le préciser. Et du fait que la mairie et le notaire ne voulaient plus que je vende ce terrain et ont tout mis en place pour que je vende le terrain, vu que c'était une SCI qui était propriétaire du terrain, mais Vous avez vendu. je n'ai plus vendu le terrain, j'ai vendu la Plutôt la société, société. la SCI. Ouais. C'est légal. Oui, La mairie elle-même a vendu le terrain Ouais. à une SCI. oui. Bon, ben, je vends le terrain à Bien la sûr. SCI. Ouais. Et là, je découvre dans le net, des années plus tard, le 18 septembre 2006, la mairie a fait voter en conseil municipal, donc avec les citoyens de la commune de Gujan-Mestras, que je n'aurais pas payé le terrain à la commune de Gujan. Alors là, je m'insurge et je commence à comprendre à quel point ce sont des Parce qu'on va à la fanfarons, supercherie. ce sont des escrocs, tous autant qu'ils sont. Puisqu'en fin de compte, j'ai le reçu du Trésor public de l'atteste comme quoi j'ai bien payé le terrain de la ville de Gujan-Mestras en date du 31/12/2002 et le conseil municipal, lui, est en date du 18 septembre 2006. Alors là, force est de constater qu'il y en a un qui ment, et ce n'est pas moi. Ouais. Ou bien c'est le Trésor public, ou bien Ouais. c'est la mairesse Ouais. de la ville de Gujan-Mestras. Là, je ne comprends pas, j'explique, je saisis la justice, et ça ne sert à rien. Bref, là-dessus, la maire ne veut pas se laisser faire puisqu'elle a raté son affaire, à savoir, elle voulait préempter et récupérer le terrain à moindre prix. Résultat, comme j'ai vendu les parts, la société détentrice du terrain, moi je n'étais plus le gérant de la société. À ce moment-là, la mairie a attaqué la société à la justice, en justice, pour non-paiement et Ouais. non-respect du cahier des charges de la commune. Alors là, je suis désolé, moi, gérant, je ne peux plus intervenir. Ce n'est plus moi qui peut présenter les pièces, comme quoi, effectivement, le Trésor public y a quittance. Ce qu'il faut savoir, j'ai quand même vendu les parts par l'intermédiaire d'une société juridique dont mon acquéreur, qui Oui. était la société SARL Sable d'Argent par l'intermédiaire du gérant qui était monsieur Clua, Jackie Clua, et qui avait tout son staff juridique dans son service comptabilité sur Bordeaux. Je ne me souviens plus le nom, mais j'ai les coordonnées et elles sont sur le net, bien entendu. Là-dessus, donc, tout a été fait. Et j'ai bien noté, lors de cette session de part, que tout était à jour. La quittance des impôts, tout a été Oui, fait. un jour, oui. Donc là, de toute façon, je ne suis absolument pas responsable. Ouais. Voyant que malgré tout, je recevais des courriers qui continuaient donc pour me mettre la pression, très certainement, qui continuaient pour me dire que la société SCI était attaquée et que ça n'avançait pas, j'ai envoyé des lettres recommandées à ce gérant pour justifier et lui rappeler ses devoirs de défendre la société qu'il venait d'acquérir. Et il ne présentait toujours rien. Résultat, première instance, la mairie gagne. Résolution de la vente de la mairie à la SCI, alors que celle-ci a encaissé l'argent. Oui. Et tous les actes sont là pour le Oui, prouver. les documents sont là. Oui. Là-dessus, c'est là où justement j'ai envoyé la lettre recommandée au gérant pour lui rappeler ses devoirs et lui renvoyer les justificatifs de la quittance des impôts, qui est quand même le plus important. La mairie a encaissé les sous, il ne faut pas l'oublier. Arrive l'arrêt, confirmation
du jugement de première instance, résolution totale de la vente de la mairie à la SCI Rémi Lavadi, qui était devenue SCI Clua, Jackie Clua. Là, je comprends quand même qu'il y a un certain malaise, mais c'est vrai qu'au départ, je ne me rends pas tellement compte de l'importance et de toute la supercherie qui est mise en place, parce que je ne suis plus détenteur de cette société, puisque j'ai vendu la société. Elle ne m'appartient plus, je ne suis plus responsable de rien. Par contre, je continue mes actions judiciaires, et notamment contre la mairesse Marie-Hélène Deségaux, à l'époque ex-députée maire de Gujan-Mestras, et aujourd'hui sénatrice maire de la ville de Gujan-Mestras, toujours, et qui cumulait ses statuts, ses fonctions, pardon, effectivement. Et en plus, je tiens quand même à se préciser, et ça on y reviendra enfin, dans la fin, cette personne qui est à la tête d'une commune est avocate de métier. C'est-à-dire, en fin de compte, on se demande comment se fait-il que la justice se trouve à la tête de l'État, puisqu'il doit y avoir une séparation qui doit être totale entre les deux. Il y a une supercherie incroyable sur tous les citoyens français, tout comme quand on voit Sarkozy, président de la République. Excusez-moi, monsieur Nicolas Sarkozy, président de la République française. C'est un avocat. On a beau dire, bon, mais pendant son laps de temps, il ne va pas exercer sa profession. On sait tous qu'ils se protègent tous les uns les autres. Il n'y a pas de secret. Alors, pour en revenir à mon affaire de la maire de Gujan-Mestras, la mairesse, je découvre, puisque je lui avais demandé envoyer un courrier, elle me retourne la réponse en réponse à ce courrier. Et donc, je le joins dans mon livre en tant que justificatif, un protocole d'accord qui est signé entre la SARL Sable d'Argent, qui est détentrice de la SCI Clua, anciennement SCI Rémi Lavadi, gérée par M. Jackie Clua, qui n'est autre qu'un escroc également. Donc, en fin de compte, c'est un protocole d'accord, comme quoi la mairesse ne donne pas suite au jugement et arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux. Alors, inévitablement, c'est évident qu'elle n'a pas donné suite, puisque comptablement, la mairie a déjà encaissé les sous. Elle ne pourra jamais justifier d'une deuxième vente sur un terrain, ou alors il va y avoir un trop-perçu dans les caisses de la mairie. Des comptes. Et c'est là où on se rend compte que c'est une association de malfaiteurs, ni plus ni moins, alors à la tête de la commune, et en fin de compte, la justice également, puisqu'elle est avocate de métier. Et le comble, à cette époque-là, elle exerçait encore sa profession en tant qu'avocate. Donc il y a un doute quand même sur la partialité. Ou encore... le doute Vous en tirez tous les conclusions. La conclusion. Je pense qu'il est inévitable, vous aurez la même que la mienne. Oui, tout à fait. Donc là, la supercherie, elle est totale. Et peut-être vous allez encore mieux nous expliquer, peut-être vous avez abordé cet aspect-là, parce qu'il y a un point assez essentiel dans votre ouvrage. Vous nous parlez là de loyer. Voilà, je pense que c'est un dossier assez important, assez complexe. Le nœud même du problème semble se retrouver à ce niveau-là. De quoi il s'agit? Alors, effectivement, le souci qui se passe, c'est que pour mettre quelqu'un en banqueroute, puisque ça a été ce qu'ils ont essayé de faire, de me mettre en banqueroute, de telle sorte que, mais quand on a la tête sous l'eau, hein, on n'a plus rien, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où donner de la tête. On n'a plus les moyens de se défendre. Exactement. Donc, en fin de compte, il a fallu que je comprenne qui était derrière tout ça. Alors, évidemment, ce n'est pas difficile de se rendre compte qu'il y a le notaire, qu'il y a la mairesse, mais tout seul, ils ne peuvent pas faire grand-chose, sauf, effectivement, avec la personne qui ne défend pas la société à qui j'ai vendu. Donc, M. Jackie Clua, qui, lui, est, en fin de compte, l'instigateur indirect de toutes ces personnes-là. Je dirais même le corrupteur, parce que les 22 000 euros qui manquent dans les sous-seins privés, ils sont bien passés quelque part. Le notaire n'a pas fait ce qu'il a fait sans toucher quelque chose. Il n'y a pas de secret. On ne commet pas un crime sans rien. Il faut toujours tirer profit de quelque chose. Et ces hommes-là, dans mon expérience, j'ai bien constaté qu'il n'y avait que l'argent qui les intéressait. Ils sont comme ça, c'est l'argent. Donc, en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que les loyers, j'avais pris certaines garanties quand j'ai vendu la société,
puisque je rappelle une chose très importante, il y avait 2 sous-seins privés de signés chez le notaire. Le sous-seing privé en nom propre, Rémi Labadie, je vendais une copropriété, un bâtiment industriel, et un terrain détenu par une SCI, Rémi Labadie, qui, lui, a été plus ou moins vendu, puisque j'ai vendu la SCI. Oui. Donc j'ai récupéré une partie, Oui. mais pas la deuxième. Et là, j'ai eu un gros trou. Et c'est bien pour ça que ça a été fait, en fin de compte, de telle sorte que je n'ai pas le matelas financier nécessaire pour pouvoir subvenir à la thérapie des 3 ans et demi sans aucune ressource. Et dans un état thérapeutique, je ne vous dis pas, de santé vraiment très, très dur. Donc, en fin de compte, quand j'ai vendu les parts de la société, cet homme-là devait acquérir un bâtiment industriel également, parce que justement, il gérait une entreprise qui était juste à côté. Le bâtiment et le terrain étaient à 20 mètres distants l'un de l'autre. Donc, il fallait un bâtiment industriel pour pouvoir gérer l'atelier, un atelier, si vous voulez, pour son activité. Et là-dessus, lui ne voulait plus acheter le terrain. Résultat, je lui ai permis de rentrer dans les locaux de l'entreprise moyennant un loyer, en attendant la signature finale de ce deuxième sous-seing privé. Et là, il a payé que les 2 premiers loyers et il n'a pas payé les autres. Oui. Alors que j'ai un constat d'huissier comme quoi il a occupé le bâtiment industriel pendant 14 mois. Quand même. Et donc, j'ai attaqué cette personne en justice pour non-paiement des loyers. Et là, je dois le reconnaître, j'ai rencontré un seul juge dans les affaires qui a donné raison. Donc, c'est un juge intègre, je tiens à le préciser, qui n'a pas fléchi devant les pressions du barreau de Bordeaux qui ont ordonné à tous les autres de vouloir me mettre en banqueroute et de passer d'injustice. Vous avez été victime d'un lynchage. Et après cela, effectivement, j'ai été victime de lynchage judiciaire dans toutes mes autres affaires judiciaires. J'avais puisque ça on le sait tous, c'est comme un animal dans la jungle, quand il est malade, c'est inévitable. Les animaux, les autres, ils vont se jeter sur lui parce qu'ils ont faim et ils vont manger. Il n'y a pas de secret, hein. Un homme malade, c'est pareil. Vous avez tous les vautours qui sont là, et ils vous attendent au tournant, et là, ils vous tombent tous partout pour vous escroquer. Ils savent que de toute façon, vous aurez des difficultés pour vous défendre, et ils en profitent. Donc là, je subissais des escroqueries de tout genre, tout genre. Hein. Et malheureusement, je n'ai rien gagné. Je n'ai rien pu récupérer. Le problème, c'est que ça représente quand même des sommes très importantes. Aujourd'hui, elle se chiffre à 1 600 000 euros. C'est quand même des sommes très importantes. Il faut comprendre tous les préjudices qu'il y a derrière également. Et ça, je ne ferai rien. Je dénoncerai, j'irai jusqu'au bout pour dénoncer ces dénis de justice qui ont été causés par la seule volonté de la justice française. Pour moi, ils ont agi de la même façon que les nazis ont agi pendant la dernière guerre avec les juifs. Parenthèse, je ne suis pas juif, donc ce n'est pas un problème de race. Mais par contre, dans les faits, les nazis mettaient les juifs dans les camps de concentration pour faire des expériences, enfin, des choses aberrantes. Et surtout, ils dépouillaient les juifs, mais ils ont complètement dépouillé. Même encore, on recherche les tableaux d'œuvres de grands arts qui sont dispersés dans le monde entier, parce que ces nazis ont fait un désordre incroyable. Eh bien, la justice française fait pareil. En fin de compte, elle m'a inoculé le virus de l'hépatite C, et pendant que je dois me soigner contre le virus qu'elle m'a inoculé, elle fait défaut en écriture publique, elle me dépouille, elle ne respecte même pas mes droits de citoyen, et elle le fait à tous les autres également, car je ne suis qu'un exemple. Je ne suis qu'un exemple. J'en parle dans mon livre. Il suffit de taper Martial Corlouet. C'est un dentiste de Bordeaux. C'est un homme qui a été mis en camisole de force en hôpital psychiatrique avec un traitement de choc pendant 1 mois et demi. À cette époque-là, il pouvait encore contacter l'organisme de Bruxelles pour attaquer la France contre l'Europe. Et il a gagné, vous le verrez dans le net en tapant Google, il a gagné en 2008 140 000 € pour détention abusive
dans un hôpital psychiatrique et ordonné par la justice, le procureur de la République. Alors il faut comprendre, bon, enfin, je ne vais pas détailler parce qu'effectivement il y a une question de vie privée, mais vous avez également Jean-Louis Cacomo, C-A-C-O-M-O, qui lui est professeur d'université à Montpellier, maître de conférences dans le monde entier, écrivain de plusieurs ouvrages. Eh bien, il a été mis en hôpital psychiatrique avec traitement de choc pendant 16 mois. C'est pas un mois et demi, c'est 16 mois, presque un an et demi. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui on en arrive là en France, le soi-disant pays des droits de l'homme? Mais je m'insurge, mais c'est une calomnie incroyable. Il faut afficher la réalité des faits. Ce sont des criminels, ils doivent être jugés comme n'importe quel criminel. Et ils doivent partir en prison, avec un casier judiciaire. Et ça, je me battrai jusqu'au bout pour le faire savoir. C'est un véritable scandale. Encore une fois, vous tapez dans Google Jean-Louis Cacomo et vous le verrez. D'accord. Alors, Monsieur Labadian, on est en train de tirer justement à la fin de cet entretien. Quel est votre statut, votre situation actuelle? Vous êtes endetté. Quelle est votre relation aujourd'hui avec la justice française maintenant? Alors, la justice française, devant toutes ces escroqueries, mes instances, celles-ci, ont toutes été classées sans suite. Donc, je ne peux plus rien espérer d'elles. Par contre, il ne faut pas oublier que du fait qu'il y a eu la justice par l'intermédiaire des juges et procureurs et autres qui ont recélé les crimes, parce que les crimes, ils sont constatés. C'est inévitable, les crimes, je le justifie, ils sont constatés. En fin de compte, tout ça, c'est un recel de crimes, avec faux en écriture publique. Donc, j'ai porté plainte contre tous les procureurs de la République, tous les juges qui sont passés qui ont jugé mes affaires, bien sûr, sauf un a priori, puisqu'il a rendu justice, donc là, j'ai rien à reprocher contre cet homme-là, mais les magistrats et toutes les personnes qui sont intervenues, même les avocats, pour recel de crimes, faux en écriture publique et escroquerie en bande organisée. Alors, cette plainte a été déposée en juin 2013 et elle est prescrite par 10 ans, donc avant les 10 ans, donc 2023, il est évident que je vais continuer mon action par rapport à celle-ci, puisque le reste, je ne peux plus rien faire. Mais par contre, c'est la responsabilité de la France. Et ça, j'y resterai, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Alors, pour la question de l'endettement, en ce qui me concerne, j'ai réussi à éviter la banqueroute qui était orchestrée par tout ce staff du service public français. Je ne piloguerai pas trop là-dessus. Pour arriver à cela, j'ai dû séparer mon terrain de maison d'habitation. J'habite Pilat-sur-Mer. D'accord. C'est pas n'importe quoi. Et aujourd'hui, malheureusement, dans mon jardin, j'ai une construction de maison puisque j'ai dû le vendre en tant que terrain constructible. Donc j'ai un voisin que je ne vais pas avoir. Et c'est ce qui m'a permis d'éviter la banqueroute. Voilà. Donc je n'ai pas de dette. Je n'ai aucun casier judiciaire. Je n'ai même pas été interdit de gérer, car je suis un bon gestionnaire, droit, chef d'entreprise pareil, droit, j'ai respecté toutes les lois et je ne suis absolument pas interdit de gérer. Je n'ai jamais été interdit bancaire non plus, il n'y a pas de souci. Mais par contre, j'en suis là. Donc j'arrive au Cameroun, il faut que je refasse ma vie. Pour relancer les affaires. Alors, de toutes les façons, on vous souhaite... Et je remercie bien sûr le pays et Afrique Média de me permettre de dénoncer tout ça, parce que la France ne me le permet pas. Tous les médias sont à la solde de l'État et je ne peux rien faire. Tout est bloqué. Donc, quel est donc le message, pour sortir un dernier mot, le message que vous vouliez donc véhiculer finalement à travers cet ouvrage, M. Labadie? Le gros message qu'il faut dire, c'est que quoi qu'il arrive, il faut être fort. Ça, fort mentalement, je parle, parce que là, on va essayer de vous mettre vraiment dans un état psychique, je parle, dans un état dépressif au maximum, et surtout de ne pas lâcher. Ça, si, une chose très importante, surtout très importante, avec la justice, il faut garder toutes les preuves de tous les courriers que l'on envoie. Et il ne faut pas envoyer un courrier simple, il faut envoyer un courrier recommandé avec AR, donc avec accusé réception, et
pas l'envoyer dans une enveloppe. Il faut envoyer le courrier lui-même, le plier, le scotcher. Parce qu'ils sont capables de dire, il n'y avait rien dans l'enveloppe. N'oubliez pas, ce sont des mafieux. C'est toute l'expérience que j'ai. Voilà. Voilà. La justice française, la bande organisée avec Rémi Labadie, un ouvrage qu'on peut sûrement trouver dans toutes les librairies, monsieur Labadie. Bientôt, je l'espère, dans beaucoup de librairies. Oui, Pour l'instant, c'est un petit peu plus dur. Ça va être, parce que justement, tout a été retardé pour mettre en place, pour empêcher la diffusion du livre. Donc, je viens ici et en plus, je vais le mettre en vente sur le net très, très bientôt dans un site. Donc, vous taperez directement Rémi Labadie, Justice française, la bande organisée et vous le trouverez. Voilà, merci beaucoup monsieur, merci d'être passé par ici. Je vous remercie beaucoup également, c'est surtout ça. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc la fin de cet entretien. On espère que vous avez été satisfaits. La justice française, la bande organisée, un ouvrage de monsieur, en tout cas une histoire de monsieur Rémi Labadie. Nous, on vous dit au revoir et très certainement à très bientôt pour peut-être un autre entretien sur Afrique Média.